Bonsoir à tous, bienvenue sur ce 24e épisode du Bistrot d'Aller LOSC, saison 2, le podcast dédié à l'actualité du LOSC, animé et produit par des supporters pour des supporters. Cette émission est produite, je vous le rappelle, par les Dogs du Net et le site Aller le LOSC, et elle est diffusée en direct sur Facebook, sur la page du Bistrot ou sur le groupe Allez le LOSC. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner à ces deux pages pour que vous ne manquiez rien à l'actualité de votre club favori. L'émission sera diffusée dans la nuit en replay sur notre chaîne YouTube. Donc, vous pourrez revoir tranquillement, si vous n'avez pas le courage de rester éveillé avec nous, l'émission durant toute la semaine et réentendre notre analyse de l'actualité. Ce soir, avec nous, nous avons des piliers du bistrot, vous les reconnaissez. Alors, tout d'abord, il y a devant son image Breaking Dogs, il y a Baptiste, monsieur Big Data. Bonsoir Baptiste. Bonsoir François, bonsoir à tous. Toujours amoureux des maisons japonaises, il est avec nous Christophe. Bonsoir Christophe. Bonsoir à toutes et tous. Il n'y en a qu'un ce soir, ce sera beaucoup plus simple pour moi. Toujours présent également ce soir, Georges, notre supporter du Dunkerquois. Bonsoir Georges. Bonsoir tout le monde. Bonsoir François. Et puis également avec nous ce soir, Gildas. Bonsoir Gildas. Bonsoir François, bonsoir à tous les piliers et bonsoir à notre invité de la Voix du Nord. Vous le reconnaissez si vous suivez l'actualité du club et si vous lisez régulièrement La Voix du Nord. Il est déjà venu au bistrot, il revient cette année, j'espère, avec beaucoup de plaisir. C'est Olivier Fosseux de La Voix du Nord. Bonsoir Olivier. Ouais, bonsoir François, bonsoir à tous et merci de m'accueillir encore une fois. C'est toujours, comme je l'avais déjà dit à François, c'est toujours un plaisir de venir passer une heure avec vous ou plus si ça s'attarde. Voilà. C'est rare qu'on tienne une heure, mais bon, on essaye de ne pas faire trop long pour ne pas perdre les auditeurs. Vous savez que vous pouvez poser des questions à notre invité ou réagir sur l'actualité du club sur les commentaires de la page Facebook du Bistrot d'Aller LOSC. Je n'ai pas précisé, mais le sommaire ce soir, c'est bien sûr en première partie le LOSC à l'attaque face à Clermont, un retour sur le dernier match de championnat. Puis, nous enchaînerons avec le prochain match de Ligue 1, les Lillois invités à passer au vert. Ah, on a perdu Olivier, et le revoilà. Voilà, c'est bon. Alors, vous savez également, vous pourrez gagner des places pour aller assister au match Lille-Saint-Étienne en tribune active avec les piliers du bistrot. On va mettre en jeu 2 places. Pour ça, c'est pas compliqué. Une question. Le premier qui répond sur les commentaires de la page Facebook du bistrot d'Aller LOSC remporte les 2 places. Et donc, répondre à la question. Alors, autre institution de l'émission, on ne lui a pas rappelé, mais il le sait peut-être, la tradition, c'est que lorsque nous avons un invité, nous commençons l'émission par la question à la con. La question à la con, c'est une question stupide, à laquelle d'ailleurs tu n'es pas obligé de répondre, Olivier, mais qui permet de démarrer les hostilités. Olivier, tu étais, je crois savoir, vendredi en train de travailler pour La Voix du Nord à Bastia pour le match Valenciennes-Bastia. Alors, dis-moi, est-ce qu'un déplacement en Corse un vendredi soir, c'est une corvée ou c'est un moyen de passer un week-end ensoleillé à peu de frais? Non, alors déjà, c'était samedi, quand même, parce que la journée de Ligue 2, c'était samedi, et c'est pas aussi rose qu'on le pense, un déplacement de journaliste, parce que je vais pas me plaindre, hein. Je suis allé effectivement à Bastia où voilà, il faisait une quinzaine de degrés, mais c'est un départ à 5 heures du matin de la maison, il faut aller attraper un avion à Orly. Il faut arriver à Bastia, là j'ai effectivement 3 heures de libre à peu près, puis après il faut préparer le match, partir à Furiani qui était à une vingtaine de kilomètres de l'endroit où je logeais, faire le match. On rentre à l'hôtel. Quand je suis arrivé à l'hôtel, c'était le but d'Andy Delors pour Nice, vous voyez. Et ensuite, il faut commencer à faire les papiers Voix des Sports pour essayer de les faire avant de prendre l'avion le dimanche matin. Voilà. Donc, Donc
Finalement, c'est une corvée agréable. Voilà, on va voir un match de football, mais on n'en profite pas autant qu'on aimerait le faire. Bon, on va pas t'embêter plus longtemps avec nos questions à la con. Non, il n'y a pas de problème. On va pouvoir enchaîner avec la première partie de l'émission. Le LOSC à l'attaque face à Clermont. Vous connaissez le principe. Je vais d'abord faire un tour de table pour recueillir votre sentiment général sur ce match, ce que vous en avez pensé, quel était pour vous le moment clé. Nous verrons, on fera un tour de piste ensuite pour faire le top et les flops. Et nous reviendrons ensuite pour faire la transition avec le prochain match de Saint-Etienne. Alors, bon, on va commencer par toi, Olivier. Comment tu l'as vécu, ce match de Lille? Comment tu analyses finalement cette performance qui est intéressante sur le plan arithmétique, mais comment est-ce que le match reflète finalement la performance du club? Le tournant, moi j'ai envie de dire que c'est quand même l'expulsion. Il y a un match avant où Lille a très bien attaqué les débats, et puis ensuite ça s'est équilibré quand même. Il y a eu même s'il n'y a pas eu beaucoup d'occasions de part et d'autre, mais voilà. Et puis après l'expulsion, il y a vraiment des boulevards qui se sont créés, et on a retrouvé quelque part un Lille qui sait profiter de ces occasions-là. Alors, j'ai envie de dire, c'est sans doute pas le score, comment dire, le score est sévère, on va dire, peut-être. Moi, je trouve qu'il est sévère, mais il faut pas bouder le plaisir. C'est-à-dire qu'il y a eu il y a eu tellement de soirées où Lille a souffert cette année, où d'ailleurs vous les fans avez souffert aussi parce que le LOSC ne parvenait pas à se mettre à l'abri ou se faisait rejoindre, que là, il y a un score assez large. Alors, il faut aussi garder la mesure que c'était clairement en face. Mais voilà, ils ont su prendre les points, ils ont marqué des buts. Donc, le goal average est. Voilà, vu comment c'est serré, peut-être que ça se jouera au goal average le soir de la 38e journée. Donc, tout est bon à prendre. Il faut plutôt retenir tous ces points positifs, je pense. Voilà. Alors, on parle de goal average, ça me fait penser aux statistiques. Je vais me retourner vers Monsieur Big Data. Est-ce que tu as des choses à nous dire sur ce match finalement? Est-ce que l'arithmétique va t'aider à donner ton sentiment général sur le match? Exactement. Je vais déjà commencer au niveau des tirs parce que Lille a effectué plus de 50% de ses tirs dans le but, donc cadrés entre guillemets, puisque 15 tirs ont été mis du côté du LOSC, 8 cadrés et 4 buts, donc une moyenne de 50% à chaque fois. Clermont a tiré 9 fois et n'a cadré qu'un seul de ses tirs, c'est le tir en première mi-temps d'un coup franc repoussé par Léo Jardim. Ensuite, on a vu quand même que Clermont avait la possession du ballon, alors pas nettement, mais 52% du côté de Clermont et 48% du côté du LOSC. Concernant après des statistiques, je peux sortir trois même statistiques au niveau des joueurs personnels, puisque Jonathan Bomba, ça faisait 3679 minutes qu'il n'avait pas marqué. Enfin, un homme qui marque, ça fait plaisir. David qui marque le 2 millième. Ça fait combien en secondes? Ça fait combien en secondes Je passe. Bon. Donc après, du coup, et aussi le 4e clean sheet de Léo Jardim. Donc ça, c'est très, très, très bien. Après, une super belle rencontre. Ce qui m'embête juste un tout petit peu, c'est qu'on a dû attendre ce carton rouge pour mettre les troisièmes. On aurait peut-être dû se mettre à l'abri avant. Mais sinon, copie presque parfaite. Alors, Christophe, je vois que tu as envie de parler. Comment tu as ressenti ce match? Est-ce que pour toi, le tournant du match, c'est l'expulsion du Clermontois ou est-ce que c'est Bamba qui a trompé Djokovic grâce à Sanchez? Non, c'est sûr que l'expulsion elle aide beaucoup quand même. Hein. C'est l'expulsion de Monsieur Samedi. Vous l'appelez Samedi sur le truc, hein. C'est Samed, je crois, ça s'appelle. Mais le correcteur autoratif marquait Samedi sur le truc interne. Samedi s'est fait expulser. Bon, on devrait jouer dimanche, c'est pas grave. Donc du coup, non, je trouve que sur le match, j'ai bien aimé l'attitude des Lillois qui essayaient d'aller chercher le ballon, qui essayaient de faire le pressing. Par contre, ce que j'ai pas aimé, c'est qu'après le 1-0 qui est arrivé très vite, en bout de 3-4 minutes, on a vite lâché le ballon et on a essayé de jouer et on jouait le pressing pour jouer les contres. Alors, je trouve qu'on pourrait essayer de faire autre chose que ça, mais bon, a priori, après, la volonté d'aller de l'avant a provoqué le deuxième jeu du Clermontois qui a ouvert un peu les vannes. Donc, cette volonté d'aller jouer, elle est importante.
Mais je trouve ça dommage qu'on n'ait pas essayé de garder le ballon, de jouer, de faire le jeu et qu'on ait plutôt dit, ben, tiens, on va jouer les transitions et jouer les contres. Bon, ouais, c'est pas grave, ça a marché, donc c'est le principal, mais voilà. Gildas, comment tu l'as vécu ce match? Tu étais au stade aussi, je pense, hein. Oui, oui, j'étais au stade. Bon, déjà, il faut toujours se méfier de la lecture du score pour analyser un match. À 4-0, on pense que c'est facile. Mais bon, la semaine dernière, on a gagné à Lyon. On a gagné à Lyon, mais si on voit le match, bah, c'est un petit hold-up quand même, hein. Je crois qu'on a une action dans tout le match et le reste du temps, on est quand même très dominé. Donc on a fait un beau petit braquage avec l'aide de l'arbitre parce que pour moi, il n'y avait pas faute, mais on va pas revenir sur ce match-là. Il y a Pascal Garibian qui nous envoie un commentaire sur la page Facebook qui dit c'est pas vrai, il y avait pas faute. Ouais, moi, sincèrement, si l'action est de l'autre côté, je casse ma télé, hein. Donc, bon, franchement, pour moi, il y avait pas faute. Donc, pour revenir à Lille-Clermont, moi, je soulignerais aussi le bon pressing qu'on a mis en début de match. J'en veux pour preuve le premier but qui vient sur une récupération haute, je crois, de Selic. Apparemment, Gourvenec avait choisi de densifier l'axe avec Zeka André. Donc, et il avait mis Renato Sanchez à droite. Et à la perte du ballon, on a étouffé Clermont par un bon contre-pressing. On les a vraiment étouffés en début de match pendant 20 bonnes minutes. Donc ça, c'est ce qui a amené le premier but, c'est que vraiment on a fait ce travail-là pendant. Et après, on a baissé de pied physiquement. Et jusqu'à l'heure de jeu, bah, la deuxième partie du match, il y a que 1-0 jusqu'à la 70e minute. Bah, finalement, Clermont nous domine. Dans le jeu, Clermont nous domine. Donc, on a baissé de pied physiquement. Et après, il y a l'expulsion. Donc, finalement, la lecture du match, elle est difficile à faire parce que jusqu'à la 70e, finalement, il n'y a que 1-0. Et on a mené par l'âge. Et derrière, après, l'expulsion, Clermont a explosé. Mais c'est difficile d'analyser le match de manière très positive parce qu'on n'a pas eu beaucoup d'occasions. Je crois qu'en première mi-temps, il y a la grosse occasion d'André qui est il y a André et il y a le but. Mais je n'ai pas souvenir d'une très grosse occasion en première mi-temps. Je trouve qu'on a toujours autant de difficultés à se créer de grosses occasions, même s'il y a des tirs, mais des vraies occasions franches. Contre Lyon, c'était flagrant et contre Clermont, ça l'était aussi. Il y en a deux d'André en première mi-temps. Et à la tête aussi. Ah oui, tu as raison, ouais, exact. Et j'ai toujours du mal je reviens toujours à ce que je dis souvent ici, c'est que j'ai toujours du mal à identifier le style de cette équipe, quoi. L'identité de jeu. Je ne sais pas si Olivier peut nous. Je ne sais pas ce que veut faire Gourvenec de cette équipe. Moi, j'ai du mal à voir le fond de jeu de cette équipe vraiment. Mais après, on voit quand on a des espaces. Alors là, moi, après à 10 contre 11, j'ai un peu vu le LOSC de l'année dernière, c'est-à-dire ça va vite, ça combine bien, ça se démarque dans les espaces et après tout est allé vite. Je crois qu'en ce moment, on a pas mal de réussite, il faut en profiter, mais il faut aussi être conscient qu'on n'est pas très souverain dans le jeu et qu'on a quand même on a pris 6 points et au vu de ce qu'on a vu, c'est assez bien payé. Donc, méfions-nous des scores larges parce que si on analyse le match, on n'est pas aussi serein que ça. Tu veux répondre tout de suite, Olivier, sur le fond de jeu, toi qui as une vision un peu plus neutre que la nôtre. Nous, on est supporters, donc forcément, on a parfois notre avis qui est altéré. Toi, tu as un avis beaucoup plus rationnel, beaucoup plus scientifique. Alors, comment tu analyses ce fond de jeu lillois, ou finalement dans ce match ou dans les matchs précédents? Disons que là, je trouve que c'est un peu mieux qu'en début de saison. Moi, je trouve qu'il y a quand même des choses qui se sont améliorées, peut-être même des joueurs qui ont retrouvé un peu d'allant. Et il y a quand même une différence notoire. Enfin, personnellement, c'est si Sanchez est là ou pas. Enfin, je trouve, moi, personnellement, c'est le baromètre de cette équipe. C'est-à-dire que quand il est là, alors est-ce que sa présence galvanise un peu ses partenaires ou pas? Et c'est toujours compliqué à expliquer, mais ça peut être une raison. Lui, il amène de la percussion, il ose, hein.
ce que font beaucoup moins d'autres, ou parce qu'ils ont moins de talent, parce qu'ils ont été aussi. Je pense que là, il y a Tim Weah, par exemple, on le voit plus. Il a été blessé et maintenant il a moins de temps de jeu. Il en a quasiment là, il n'y en a plus. Donc voilà, il y a vraiment un. Moi, je trouve qu'il y a avec Sanchez et sans Sanchez. C'est ce qui fait c'est le plus de cette équipe, clairement. Et voilà. Mais c'est un plus dans une animation offensive. Moi, je ne comprends pas comment veut jouer Gourvenec. Je ne comprends pas comment veut jouer Gourvenec. Autant avec Galtier, on s'était très identifiable. Autant de Gourvenec, je ne comprends pas comment on veut jouer. Au début, au début de saison, il voulait faire du mauvais Galtier, ça ne marchait pas. Après, il a changé. Ouais. Et bon, il y a des bonnes choses, il y a des bribes de bonnes choses éparses dans le match, mais finalement, au nombre d'occasions qu'on a, c'est pas à 11 contre 11 contre Clermont. Je me dis, en 70 minutes, on n'a pas grand-chose finalement. Alors, après, derrière, ça s'ouvre parce qu'on est à 10 contre 11. Mais sinon, à Lyon, j'en parle même pas, quoi. Là, mais au moins, on a retrouvé une assise défensive. Donc voilà, c'était. On va y revenir tout à l'heure parce que entre les deux parties, on fera un tour de table sur la course à l'Europe et finalement le potentiel du LOSC dans le cadre de cette course à l'Europe. Donc, on aura l'occasion de revenir sur les stratégies de Gourvenec, sur les forces et faiblesses, sur la situation du club et sur les objectifs réels et avoués du club. Il reste Georges, je ne t'ai pas oublié. Georges, que penses-tu de ce match? Un match où on parlait de Clermont qui dominait à un certain moment, mais les statistiques, il faut aussi les rappeler, il y a 9 tirs, un seul cadré, donc ils ont dominé territorialement, mais ils sont restés quand même assez stériles. Ouais, c'est à relativiser. Moi, je ne pense pas qu'il y ait réellement domination clermontoise. Il y a eu clairement 1 heure d'ennui total. Pendant 1 heure, il ne s'est rien passé, quoi. J'ai l'impression de revivre le Lille-Metz. C'est plus sévère que moi. Après la. Ouais. C'est plus sévère que moi, tu vois. Ouais. Mais la bagarre du staff technique était moins sympa. Hein. Elle était moins sympa à suivre. Il y avait, forcément. Ouais, c'était moins impulsif sur le banc de Clermont aussi. Non, mais en tout cas, il y a 10 minutes, les 10 premières minutes où très clairement, ils tiennent le match complètement. On a parlé de ce pressing, vraiment le rouleau compresseur lillois. Le but, il arrive presque comme une cerise, quoi. Il est logique. Et après, on sent ça se délite. Alors, pas d'un coup, il y a vraiment 10 minutes de jeu, le temps qu'il y ait l'occasion d'André et l'arrêt réflexe fabuleux du petit Djoko, là, que je tiens à féliciter parce que le gamin, il fait un sacré match, hein, malgré les 4 plans. Je ne sais pas si vous l'avez vu à la fin du match, il était complètement statufié dans son but. Enfin, il était tétanisé, le gamin écœuré. Et il est bien resté 5 minutes après le coup de sifflet final, debout sans bouger dans son but, quoi. Mais voilà, il y a ces 10 minutes-là. Et puis ça, c'est délité au niveau du jeu. Alors, évidemment, il y a l'expulsion qui est un peu le tournant, mais j'ai l'impression que sur les 4-5 minutes qui précédaient, je commençais à sentir clairement un peu plus friable. C'est-à-dire que là, il y a Sanchez qui passe, mais les Lillois commençaient à reprendre un petit peu d'allant. Et moi, il y a un truc, alors je ne veux pas encore rentrer dans les tops et les flops, mais on parlait des joueurs clés. Et je me rends compte quand même que depuis Montpellier, en fait, Lille se procure quasiment aucune occasion. Enfin, à Montpellier, il y en a eu très peu. Ouais. À Lyon, il y en a, hormis le but, il n'y en a pas eu. Contre Metz, j'en parle même pas. Et moi, je ne peux pas m'empêcher de faire un lien avec un autre joueur, parce que dès qu'il est là, même quand il est mauvais, il y a des occasions, c'est Bourac. Et je fais le lien avec un Ben Arfa qui a passé son temps à décrocher, ce qui fait qu'on était constamment, David était tout seul, il y avait une infériorité numérique incroyable. Et on a remarqué avec l'arrivée de Bourac aussi, et à chaque fois qu'il est là, même quand il n'est pas bon, il étire les défenses de par sa présence. Et peut-être que c'est aussi une des explications, son absence sur pas mal de matchs. Montpellier aussi, ça coïncide, on se crée des occasions en fin de match, il rentre en fin de match. Alors, comme disait mon fils, il faut le faire jouer, il ne faut pas lui donner la balle quand il est mauvais, mais il faut le faire jouer, quoi. Et donc, il y a eu un peu ça aussi. Évidemment, les Clermontois à 10 contre 11 ont complètement craqué. Mais ouais, je veux dire, moi, j'ai surtout vu, je n'ai pas vu les Clermontois vraiment prendre l'ascendant, c'est-à-dire ils ont profité de cette baisse de rythme et surtout ce collectif qui ne fonctionnait plus pendant 1 heure. Pendant 1 heure, ça a été un festival de passes ratées. Je veux dire, il y a une machine qui n'était plus du tout huilée, quoi. Donc, c'est un petit côté trompe-l'œil, mais en effet, on ne va pas bouder notre plaisir. Quoi. Un 4-0, au final, on a quand même eu une demi-heure de très beau football.
Ouais, François, si tu permets, une Vas-y, petite remarque. je t'en prie. Oui, Clermont restait quand même, on fait la fine bouche, et c'est vrai Oui, que bien sûr. le score est un peu poudre aux yeux, mais ils ont gagné, je Mais crois, à ouais, Marseille, à Marseille, Nice à Nice. et À Nice, ouais, ouais, contre ouais, ouais. Et Rennes, à Nice. non? Ouais, À ouais, Euh, ouais. Nice, à Nice. récemment. Il y a moins d'un mois, ils ont gagné à Et, Nice et contre ouais. Rennes, je Et j'ai crois. vu la victoire à Marseille, elle n'est pas volée, hein. Je n'ai pas Ah vu non, les Et clairement contre images, pas. j'ai Rennes, fait la donc victoire à Marseille. Non, on fait la non, fine non, mais bouche, on mais bat, bien ils ont battu sûr. du lourd récemment, quoi. Voilà. Oui, c'est Mmh, comme dirait l'autre, bien ce ne sont sûr. pas des peintres, hein. Non, non. Ils ont du talent et on l'a vu, hein, ça circulait bien au milieu de Mm. terrain. Enfin, ils ont fait un match plaisant et c'est vrai que le fait de jeu, ils craquent après l'expulsion et sous les coups de boutoir finalement du LOSC qui s'est libéré des espaces. Mmh. Alors, je vous Mais je suis propose. sûr qu'ils craquaient même 4-5 minutes avant. Ça a Hmm. commencé quand même un petit peu prendre l'eau. Alors, je vous propose, on a commencé à parler des cas individuels. Je vous propose un deuxième tour de table avec vos tops et vos flops. Alors, vous pouvez citer des tops et des flops lillois. Vous pouvez aussi mettre en avant des joueurs clermontois dans le sens positif ou dans le sens négatif. Qui veut commencer? On commence par l'invité? On commence par Olivier. Je vais, je vais faire un petit top comment lillois avec Bamba parce que Bamba, j'ai envie de dire que pour le croiser un petit peu, pour échanger un petit peu avec lui, c'est une bonne personne. Vous voyez, c'est plutôt voilà, quelqu'un qui est simple, qui bosse et qui a pas été épargné par les critiques, notamment parce que voilà, il est resté énormément de temps sans marquer, parce que Combien de minutes, Baptiste? 3679. Je vais calculer après en secondes si tu veux. ouais, Je te remercie. il y a même eu un Twitter qui a donné le nom à ce compte-là. Enfin, le nombre de minutes de Bamba sans marquer était devenu le nom d'un Twitter, d'un compte Twitter. Voilà, Jonathan Bamba. D'ailleurs, Olivier, tu peux peut-être le témoigner là-dessus. Moi, j'ai trouvé que la semaine dernière, dans les conférences de presse, il y avait une opération un peu, il faut sauver le soldat Bamba. On a entendu beaucoup Gourvenec notamment dire oui, mais on le titularise parce qu'il a un rôle important dans l'équipe, à la fois défensivement, même s'il est un peu moins bon offensivement. Tu confirmes ce sentiment? Ben, ouais, mais c'est quelqu'un qui a le mérite de se battre tout le temps et qui laisse beaucoup d'énergie. Et peut-être que cette année, effectivement, de ce fait-là, dans le dernier geste, il a manqué de lucidité. Moi, je ne veux pas nier hein, sur le nombre de matchs que j'ai vus. Effectivement, des fois, c'est très rageant. Il a raté des passes voilà, qui semblaient. Je vois que Baptiste qui a compté le nombre de secondes. Euh, qui semblait assez facile. Mais après, quand on enchaîne les efforts, ben, ça peut être plus compliqué. Donc, j'ai trouvé quand même qu'on était très très dur avec lui. Et là, bon, bah, ça vient. Là, c'est une belle histoire pour lui parce qu'en plus, il y a pas que ce but. Hein. Il s'est créé d'autres occasions. Il s'est montré, il s'est battu. Voilà, c'est aussi un joueur qui marche un peu au moral. Hein. Donc voilà, je trouve il mérite un petit clin d'œil sur ce match. Et puis, je mettrai le flop franchement au joueur clermontois qui prend le carton rouge parce que comme vous l'avez justement dit, Clermont avait clairement sa chance à 11 contre 11 et ça a fait basculer le match en faveur des Lillois. Et puis on est parvenu sur ce deuxième carton jaune qui est indiscutable, hein. Il Ah attrape oui. Renato Sanchez pour l'empêcher de partir sur la Euh, contre-attaque. Mais on se oui. demande pourquoi il fait ça à ce moment-là du match et à cet endroit-là de la pelouse. Parce qu'on est quand même assez loin et il y a des défenseurs qui Non, sont là. Enfin, c'est un peu stupide. à la limite, oui, alors c'est à lui qu'il aurait fallu le demander, mais c'est à la fois un manque de lucidité, un manque de maturité même, je dirais, parce que parce que voilà, on fait pas une faute comme ça, surtout quand on est déjà averti à cet endroit-là, quoi. Donc ça devra lui servir de leçon pour la suite, mais c'est pas la première fois qu'on voit des gestes, on se demande mais qu'est-ce qui lui prend hein, enfin pas ce joueur-là, mais sur un joueur en général où parfois on comprend pas qu'il puisse faire
un tacle, les deux pieds décollés dans une surface de réparation. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comment dire, la part qu'on maîtrise pas de l'être humain, qui à un moment peut avoir entre guillemets, je dirais un peu les fils qui se touchent. Hein. Il y a un manque de maîtrise complet et ça peut faire basculer un match. Rappelez-vous, même Renildo, ça lui est déjà arrivé. Hein, l'année dernière, j'ai l'image d'une faute en surface de réparation. Et qu'on traîne. Ouais, en début de saison. Ouais, c'est le premier match qu'on traîne. Où je crois même que Lille était déjà en supériorité numérique. Ouais, c'est Renildo qui fait expulser. Et il fait un geste kung-fu. Et sans doute que maintenant il ne le ferait plus parce qu'il a sans doute appris ce geste. C'est-à-dire que là, il est parti à l'Atlético quand il est parti sur les derniers matchs avec le LOSC. On voyait bien qu'il avait quand même gagné en maturité, en maîtrise de soi. Et donc, ça doit faire partie de l'apprentissage, je pense. Mais quand un entraîneur voit ça, à mon avis, il doit s'arracher les cheveux parce que ça fait basculer le match. Hein. Cette année, il y a eu Célic à Brest. Célic à Brest, c'est un match. Et André à Marseille, à Marseille, c'est vrai. Avec un arbitre qui était. Et André, quoi. Et André qui est un peu plus vieux. Vous voyez, c'est ça. Alors, je vous propose de revenir sur le match de Clermont. Gildas, est-ce que tu peux nous faire part de tes tops et tes flops pour ce match? Moi, j'ai bien aimé le match de Xeka, personnellement. Je trouve qu'il a gagné beaucoup de duels, il y a eu des interventions tranchantes, il a bien impulsé le jeu. Il a été généreux et aussi, je dirais, il a été précieux dans l'entrejeu. Moi, je trouve qu'il a fait un excellent match. Après, en flop, il n'y a pas vraiment de joueur qui a raté son match, mais je dirais, on va dire l'expression collective dans son ensemble entre la 20-25e et la 70e, quoi. Voilà. Mais moi, j'ai vraiment bien apprécié le match de Xeka. Et dans ce match-là, on a vu. Je vais peut-être mettre un petit bon point pour Ben Arfa parce que il décroche, oui, mais il n'en fait pas trop. Il n'en fait pas trop. Il essaie de jouer collectif. Il essaie pas de faire n'importe quoi. Il essaie de prendre ses marques alors que les automatismes ne sont pas encore là. Mais je vois un garçon qui essaie vraiment de se fondre dans le collectif et de jouer assez simple, même si parfois il tente des choses. Mais je pense que c'est assez positif. Il a souvent eu combiné avec Sanchez que je préfère d'ailleurs au milieu plutôt qu'à droite. Hein. Je ne sais pas pour vous, mais il n'y a pas photo. Et voilà, Gourvenec avait choisi de densifier l'entrejeu en mettant Xeka et André, ce qui donne souvent pas beaucoup de créativité dans ces cas-là. Mais moi, j'ai bien aimé Xeka sur ce match-là. Là, je me permets juste un petit mot sur Xeka. Je vous conseille d'en profiter parce que dans l'édition du jour de Oyogo, il annonce clairement qu'il ne sera plus à Lille l'année prochaine. Oui, alors c'est pas une surprise. Hein. On a beaucoup d'échanges, enfin de déclarations de joueurs ou d'agents dans ce genre de situation. Et ça fait partie un peu du jeu. On a connu ça avec Renildo, on a connu ça avec Botman qui a eu aussi quelques déclarations d'agents. On verra. Après, c'est toujours pareil, les prolongations de contrat. On ne sait pas combien ils demandent, on ne sait pas quel est le projet, on ne sait pas quel est le salaire il faut lui donner. Enfin, c'est toujours un peu compliqué ce genre de situation. Et après, par expérience, parce que j'ai quand même quelques mercatos à mon actif maintenant, c'est la première fois quand même que je vois autant de joueurs lillois qui annoncent leur départ en fin de saison. C'est-à-dire que souvent, c'était plutôt un sujet tabou et secret. Là, ça ne l'est pas. Alors, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais tant qu'il joue le jeu jusqu'au bout, mais ça semble compliqué à faire admettre qu'on puisse jouer le jeu jusqu'au bout et porter qu'on sera plus là l'année prochaine. On y reviendra tout de suite après ce tour de table parce qu'on va justement aborder la fin de saison et la course à l'Europe. Et ce que tu viens de dire, Olivier, est un peu un des éléments clés qui pourrait justement statuer du rôle du LOSC dans cette fin de championnat. On en reparlera tout de suite après. Georges, je te voyais opiner du chef à l'avis de Gildas sur Ben Arfa. Tu sais, moi, quand on opine, je donne la parole. Oh, donc, opinion. Non, non, sur Ben Arfa, moi, justement, je l'aurais placé en flop. Je trouvais qu'il était un petit peu comme Electron Libre, mais
jamais dans les bons choix, jamais bien positionné. Je pense peut-être aussi qu'il n'était pas sur un poste qui était le choix, enfin je veux dire sur les deux pointes, voilà, parce qu'il décrochait énormément et finalement sa place est plus souvent inutile. Donc moi c'est le seul qui m'a vraiment déçu sur le temps effectif. Et bah, le top c'est Renato, quoi. Quand il est à ce niveau-là. C'est presque irrésistible. Enfin, je veux dire, il a été somptueux. Et un autre top que je voulais ajouter, en plus, ça tombe bien, il a marqué, mais je trouve que sur le match, il revenait vachement bien. Ça fait un moment qu'on s'en témoin, c'est Célic, quoi, que j'ai trouvé beaucoup plus. Enfin, le but ponctue, c'est pas que pour le but, c'est vraiment ça ponctue un excellent match, quoi. Et à l'inverse, pareil, dans les joueurs employés à contre-emploi, je pense qu'on a trouvé la limite avec Diallo qui est sur son mauvais pied, et peut-être aussi que si les automatismes ne sont pas toujours aussi bons avec Bamba, on l'a vu à un moment en première mi-temps, il fait une relance du mauvais pied parce qu'il n'a pas le choix, il est sur une aile, il est sur le côté où il n'aime pas jouer, et voilà, je pense que autant à droite ça collait, là à gauche il n'est pas du tout sur son bon pied, ça en perd en fluidité sur le côté, quoi. Alors, moi, je voulais juste rajouter sur Ben Arfa, hier soir, je le citais également comme flop. Hein. Je crois qu'il a fait une première mi-temps pas mauvaise, on ne peut pas le dire complètement, mais aujourd'hui, je pense, et tu l'évoquais tout à l'heure, Georges, et je te rejoins complètement là-dessus, pour moi, au niveau du mercato, Ben Arfa, c'est une excellente idée. Je pense qu'il y a un moment, il nous apportera des choses et il n'y a pas de sujet. Par contre, je le trouve encore un peu tendre physiquement pour tenir un match entier et être titulaire. Et je le vois plus en super sub qu'en titulaire sur des matchs comme celui-là, par exemple, parce qu'au bout d'un moment, il lâche un peu. Et c'est vrai que moi, j'aurais aimé voir Bourak d'entrée de jeu parce qu'on aurait eu plus de présence devant, ça aurait peut-être effectivement changé les choses. D'abord, on aurait eu plus d'hors-jeu sifflés contre nous et peut-être plus de tirs à côté du but, mais au moins on aurait eu beaucoup plus on ne les aurait pas forcément attendus comme on a pu les attendre à un moment du match. On aurait eu plus de présence devant, c'est certain. Puis à un moment, Bourak, il va finir par se réveiller. Et le jour où il se réveillera, le monde du football français tremblera. Bah voilà. Voire mais ce que je disais, avec européen. Bourak, quand il n'est pas bon, il vendange les occasions, mais il s'en procure. Or, ça fait 4 matchs où il n'est pas là et des occasions, on ne se procure pas du tout, quoi, ou très peu. Ouais. Non, mais bonne remarque de Georges. Hein. Moi, je pense qu'il va débuter contre Saint-Étienne. Bourak Ouais. D'ailleurs, Bourak, si tu nous écoutes... Il sortait un petit peu d'une gêne musculaire, donc je pense qu'ils n'ont aussi pas pris le risque. Oui, et, ça. Et moi, je le verrais bien débuter vendredi si sa douleur a disparu, parce que c'est pareil, c'est un âge, si jamais il force et qu'il se blesse à nouveau, sa saison elle est finie. Et donc, vous êtes sur des situations où c'est quand même un joueur en fin de contrat. J'ai l'impression qu'il a encore envie de jouer. Je ne sais pas si ça sera à Lille. Je ne pense pas, mais il ne va pas non plus tout gâcher pour une blessure musculaire qui pourrait l'empêcher ou de dégoter un nouveau contrat ou de marquer encore quelques buts avec le LOSC. En tout cas, Bourak, si tu nous écoutes, si tu veux te réveiller, le 16 mars, c'est une super date pour te réveiller. Hein. Si tu veux, on pourra brancher le réveil. Alors François, Gildas. Sur Ben Arfa, c'est pas vraiment un top. C'est plutôt une mention d'encouragement, on va dire, parce que certes, il pèse pas assez, certes, physiquement, il n'est pas au point. Évidemment, il cherche sa place, c'est des automatismes, mais il essaie pas de jouer non plus à l'envers, quoi. Je veux dire, il essaie Moi, je vois beaucoup de bonne volonté chez ce garçon, et évidemment, je mets pas en top, mais j'ai envie de l'encourager. Et on espère qu'il va éclore, surtout le 16 mars, ce serait formidable. Il est dans le bon état d'esprit, c'est ça que je voulais souligner, plus que son match. Évidemment, son match, je suis d'accord avec vous, mais je trouve autant on pourrait se poser des questions sur sa mentalité, mais moi, je vois quelqu'un qui se cache pas, quoi. Il va chercher les ballons, il cherche sa place dans le collectif, évidemment, mais il est dans le bon état d'esprit, et je pense qu'à un moment donné, ça va finir par payer, quoi. Quel pouvoir de persuasion, ce Georges, quand même. mais en plus, c'est pas le procédé de Narfa, je pense aussi que c'est le positionnement qui lui est donné, qui lui correspond pas. Contre Paris, il a joué sur une aile,
tu veux le faire jouer virtuose sur une aile, il a fait des ravages. Enfin, je veux dire, ce qu'il a fait à Di Maria, je pense que le pauvre Parisien a encore mal aux fesses. Il est capable de trucs extraordinaires, de fulgurance, mais je pense que l'installer comme ça, où il est dézoné, où tu as déjà un Sanchez et il n'y a pas besoin, et en même temps, c'est compliqué parce que c'est pas une pointe. Je crois juste que ça a été une erreur de le positionner là, quoi. D'où le flop plus que sur le joueur lui-même, quoi. Bon, après, il n'y avait peut-être pas non plus d'autres solutions. Comme le disait Olivier, Bourak Ouais. sortait de blessure, il ne fallait pas forcément forcer. C'est peut-être pour ça qu'ils l'ont ménagé et le fait rentrer simplement en fin de match. Alors, le tour de table sur les top et flop est extrêmement long aujourd'hui. Christophe, il attend impatiemment pour nous faire part de sa sélection. Alors, qu'en penses-tu, Christophe? Quels sont tes tops et tes flops? Moi, je voulais parler de Ben Arfa comme tout le monde, hein. Moi, je voulais dire à Georges, est-ce que Ben Arfa, à force de décrocher, il finirait pas au standard? Voilà, c'est ce que je voulais demander. Oh Ça fait 10 minutes qu'il la prépare. Non, c'est pour ça qu'il était pressé d'intervenir, en fait. Il l'avait trouvé. Je m'en fous 5 minutes, ça va bien. 5 minutes, ouais, fou. Non, et Renato, bien sûr. Et puis, moi, j'ai toujours la charnière centrale que je trouve, parce qu'il y a eu beaucoup de centres et les 2 tours, même Chedic, d'ailleurs, s'est mis aussi de la tête et ils ont tout intercepté, quoi. S'il y a qu'un tir cadré, c'est aussi parce qu'il y a une défense qui est vraiment au top du top. Et puis voilà, puis Bamba, un petit plus à Bamba pour son but qu'il remet dedans. Et puis un gros up pour son tir du gauche qui est magique quand même. Parce que... C'est vrai qu'en 2 occasions, on a eu tout Bamba. J'ai pas vu un tir aussi dégueulasse depuis Mont-Saint-Éloi, pas en Artois il y a quelques années. Non, mais franchement, c'était magnifique celui-là. Non, il y avait 2 mecs au centre tout seul, quoi. Mais non, mais voilà, je pense que dans l'ensemble, même si on a eu un gros trou, c'était pas mal. Et, il faut souligner que c'est vrai que Sanchez, s'il est là, c'est pas le même match, hein, c'est clair. C'est clair. Et on peut le mettre en 10, hein, on peut le mettre en 10, Sanchez. Le problème, c'est que je pense qu'il a un peu peur d'avoir personne sur la droite, mais après, il y a peut-être moyen d'avoir d'autres joueurs sur la droite, et il y a d'autres joueurs dans l'équipe. Baptiste, est-ce que tu veux nous faire part de ta sélection? Et après, on verra sur quelques commentaires sur les réseaux sociaux. Alors, vous êtes peu bavard ce soir, mais il y a quelques commentaires quand même qui sont amusants. Bien sûr, je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit, hein. On parle bien évidemment de Sanchez qui a fait un super match, Ben Arfa un petit peu moins bon. Moi, je vais déjà mettre en top Gourvenec, parce que déjà, il effectue 5 changements. Je pense que c'est l'une de ses premières, si ce n'est la première cette saison. Son système de jeu est pas mal. Et enfin, il râle. J'ai jamais vu un carton jaune aussi encourageant. Enfin, d'habitude, il se taisait limite. Et là, enfin, il commence à râler et ça fait plaisir. D'ailleurs, et je mettrai aussi en top l'arbitrage de M. Léonard qui a été plutôt bon. Je sais que des fois, voilà, j'ai l'habitude de taper sur les arbitres. Là, il a été plutôt bon. Un match assez sympathique et il n'a distribué que 3 cartons. Alors, 1 pour Ben Arfa et donc 2 pour Samedi, comme disait Christophe. Mais sinon, hormis ça, ce fut un match assez sympa et très bien arbitré de la part de M. Léonard, donc je voulais le mettre en avant. Alors, on a quelques commentaires sur les réseaux sociaux. On a notamment Anthony qui nous demande notamment si on peut encore avoir des places à vendre pour le match de l'AS Saint-Étienne. Donc, je vais lui répondre très certainement, mais tu peux aussi en gagner gratuitement en répondant à la question dans quelques minutes. Il suffit d'écouter le bistrot à la LOSC, écouter la question et être le premier à répondre sur les commentaires sur notre page Facebook du bistrot. On a donc quelques commentaires sur alors le LOSC peut gagner contre Chelsea. Alors, on ne parlera pas de Chelsea ce soir, mais en tout cas, on prend les encouragements. Le LOSC pourrait finir dans le top 4. Alors, justement, c'est la question qu'on va poser maintenant à nos piliers de bistrot. Après cette victoire 4-0, j'ose pas dire en trompe-l'œil, mais en tout cas, on l'a vu, le score ne reflète pas forcément une domination outrancière du LOSC sur tout le match. Après cette victoire 4-0, le LOSC est maintenant 7e à 2 points des places européennes, même si ce sont des accessites. Comment vous voyez cette fin de saison? Est-ce que vous pensez que le LOSC peut accrocher une place européenne d'ici la fin de l'année? Qui veut commencer? Moi, je veux bien. Vas-y, Olivier. Allez.
Enfin, après, à moins que vous vouliez interroger plutôt Christophe, Georges ou. On va les interroger vas-y, après, vas-y. on va Ouais. échanger. À toi d'ouvrir les hostilités. Ben moi, je pense que ça va se jouer à la 38e journée. Voilà, ils avaient du retard. Là, je pense normalement, ils vont dominer Saint-Etienne si tout se passe bien. Et donc, ils vont prendre des points contre des équipes qui sont moins fortes que Lille, quoi. Lille est plus fort quand même, on l'a bien vu. Même si on est tous d'accord que le score de dimanche est sévère, Lille est quand même plus fort que Clermont. Normalement, il est plus fort que Saint-Etienne. Et tout va se jouer, je pense, avec le match contre Rennes. Alors, je ne sais pas si ça sera pour la 4e ou la 5e place, hein, mais je pense que ça va se jouer là. C'est-à-dire vous avez un calendrier qui est démentiel sur la fin en terminant avec Monaco, Nice et Rennes, qui sont 3 concurrents directs, hein, vu l'homogénéité de ce classement de cette année. Et voilà, pour moi, leur premier objectif, c'est d'être là, d'être 5e, 6e, à la veille de recevoir Monaco pour doubler. Ça serait une superbe histoire d'ailleurs de prendre des points. Alors, Nice, je pense que pour moi, Nice sera déjà qualifié en Ligue des Champions. Ils sont sur un rythme, une dynamique. En plus, ils sont portés avec la coupe là, cette année. Galtier fait encore de l'excellent travail. Mais pour une 4e place, je pense que c'est envisageable. Je pense qu'ils ont encore leur chance. Gildas, quel est ton avis sur cette fin de saison? Est-ce qu'une qualification européenne te semble possible? Dans quelles conditions? Quels sont les éléments clés qu'il va falloir mettre en place pour aller chercher cette place? L'élément clé, on l'a déjà vu depuis 4 matchs où on n'a pas pris de but. Donc, il faut quand même le souligner. Et ça a été une des forces l'année dernière. Et à mon avis, c'est ce qui fait que si on maintient cette solidité, on peut tout à fait, même en ne montrant pas énormément de choses dans le jeu, jouer, à mon avis, la 4e ou la 5e place. C'est tout à fait possible. Le podium, à mon avis, il faut oublier. Et ce qui fait que je suis un peu plus sceptique, c'est que on n'est pas du tout meilleur pour moi qu'il y a quelques semaines. Contre Lyon, c'était encore plus flagrant. Mais ce qui me fait reprendre espoir, c'est cette solidité défensive et ces matchs, comme l'a dit Olivier, contre des concurrents directs. Donc, même s'il y a certaines équipes qui sont devant nous, qui montrent un peu plus de choses que nous, à mon avis, on peut tout à fait accrocher une 5e place en fin de saison. Donc, ça va se jouer au fini, je crois aussi. Et ça va se jouer aussi à l'après-Chelsea, comment on va gérer l'après-Chelsea. Et on en a déjà parlé ici, comment on va gérer les têtes qui pensent un peu au transfert, aux futurs contrats. C'est ça qui va être la clé. La défense, la gestion de personnel de chaque joueur. Est-ce qu'ils vont être concentrés à fond sur cette fin de saison ou non? Et est-ce que on va retrouver une animation collective un peu meilleure par rapport à ce qu'on voit? Mais à mon avis, la 5e place est tout à fait jouable. Georges, tu as entendu, on a commencé à balayer finalement tous les sujets de cette question, hein, la gestion de la fin de saison au niveau du mercato, la gestion de la fin de saison par rapport aux confrontations directes. Je rajouterais, parce que on sous-entend qu'après Chelsea, c'est fini la Coupe d'Europe, mais imaginons qu'on se qualifie contre Chelsea, qu'est-ce qui se passe? Quels sont les potentiels pour toi de qualification en Coupe d'Europe l'année prochaine du LOSC? Quelles sont les clés? Est-ce que c'est gagner la Ligue des Champions finalement pour terminer en Ligue des Champions l'année prochaine? À choisir, s'il finit 16e et qu'il gagne la Ligue des Champions, je le signe. Mais... mais bon, je pense que là, c'est un peu plus aléatoire. J'y crois nettement moins. Non, par contre, ce qui est intéressant, pour moi, le match de Clermont était un vrai révélateur parce que on a répété maintes fois ici que LOSC avait tendance à choisir ses matchs. Donc, par définition, le match de Clermont, ce n'est pas tellement le match qu'ils auraient été amenés à choisir. Je trouve que justement, ils l'ont joué consciencieusement, ils l'ont joué sérieusement. Donc, le premier facteur, c'est de me dire quand même, j'ai l'impression
qui ne vont pas lâcher, en tout cas pas tout de suite. On vivait avec Gildas, on parle souvent du traumatisme de 2007, où justement ils jouaient aussi un huitième de finale de Coupe d'Europe, et ils avaient complètement, mais à 10 journées de la fin, à ce moment-là, complètement lâché. Ils avaient pris, c'était une catastrophe, je crois qu'ils avaient pris 3-4 points sur cette période, sur les 10 derniers matchs. Donc déjà là, on a l'impression que l'équipe reste mobilisée. L'autre fort, justement, on parlait des équipes de devant. Et autant l'année dernière, on a eu pour les 4 premiers une course de Formule 1. Là, pour anecdote, Marseille qui est 3e, je crois que c'est 22 points perdus à la maison. C'est la chance qu'on a, c'est que c'est vrai qu'on n'est pas terrible cette année, mais il y a de nombreuses équipes qui stagnent. D'ailleurs, j'ai vu jouer Marseille, j'ai vu l'ambiance, j'ai vu les effets Sampaoli, qui est une espèce de Bielsa bis. Et moi, je ne serais pas étonné que cette équipe soit au bord de l'implosion. Donc, peut-être que Marseille va décrocher. Ce qui fait que moi, sur le podium, même si je pense que pas mettre la charrue avant les bœufs, ça ne me paraît pas si impossible que ça. Après, Marseille n'est qu'à 5 points, finalement. C'est ça. On a Rennes qui est une équipe qui peut être très impressionnante, mais qui est extrêmement irrégulière. C'est-à-dire que les Rennais, on a vu cette année, ils sont capables de toller. J'ai vu faire des matchs où ils étaient absolument impressionnants. Et le match suivant, c'est ridiculisé à la maison. Et puis, on a les 2 clubs surpris. Je suis très content de trouver là parce que je trouve qu'ils réoxygènent ce championnat, c'est Nantes et Strasbourg. Mais donc, tout ça, il y a moyen de trouver sa place. Mais je pense que la première des choses, on l'a évoqué, c'est de garder cette constance, cette cohérence. On a l'assise défensive. Peut-être qu'on a retrouvé une animation offensive sur le dernier match. Ça peut se jouer là-dessus, mais je crois que moi, le gros facteur, ça va surtout être ça, que l'équipe garde sa constance, reste à son niveau, et même si ce n'est pas toujours flamboyant, si elle l'enchaîne comme ça, je crois qu'il y a vraiment un coup à faire. Et qui sait, peut-être. Alors, en effet, moi, je crois aussi que Nice est sur une trajectoire où ça va être très compliqué, mais je ne suis pas persuadé que Marseille restera tout en haut jusqu'au bout. Ah ouais. Il faudra une série. Il faudra une série, en fait. Oui, forcément. On l'a peut-être commencé. Mais... On le dit depuis des mois et des mois, ça fait depuis le début du championnat que Lille doit faire des séries. Et là, c'est vrai que ça commence à ressembler à une petite série, discrètement. Christophe, oui, Strasbourg va craquer. Je pense que pour moi, Strasbourg ne va pas tenir. Ouais, et... Strasbourg a un calendrier démentiel jusqu'à la fin de saison. Ils vont... Là, justement, je l'ai mis sous les yeux pour pas vous dire de bêtises pour votre émission. Ils vont jouer Monaco, ils vont jouer Lyon, ils vont jouer Rennes, ils vont jouer Paris, ils vont jouer Lille, et ils terminent à Marseille. C'est-à-dire qu'ils les jouent tous. Et ils font une extraordinaire saison. Bravo à eux d'être 5e à 10 journées de la fin, mais moi, je pense qu'ils ne vont pas tenir. Nantes va lâcher des plumes avec la coupe, parce que souvent, en plus... souvent, alors je ne sais pas comment ça va se passer cette année parce que ça n'a pas encore été officialisé, mais souvent quand vous jouez une finale de coupe, il y a une journée de championnat le même week-end et le match est reporté 3 jours après. Et c'est-à-dire qu'en gros, vous aurez le samedi, vous allez avoir la finale. Le dimanche, il y aura une journée de championnat. De mémoire, je pense que c'est Lille-Monaco. D'ailleurs, ce week-end-là. Et donc, ce qui fait que le match en retard de Nice et de Nantes donc, se jouera 3 jours après. Donc, Nantes... Oui. Mais non, je pense que la question, c'était le cas notamment quand il y a des calendriers surchargés en raison de la Coupe de la Ligue. Est-ce que comme il n'y a plus la Coupe de la Ligue, maintenant, ils n'ont pas réussi à bloquer un week-end spécial Coupe de France Ils ont avancé la rencontre. Ils avaient avancé la rencontre d'un jour, je crois, du samedi au vendredi. C'est une question, je ne sais pas. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont le calendrier avait prévu une journée de championnat le même week-end. Donc la journée de championnat elle va être maintenue, mais elle aura lieu le dimanche. Sauf que le dimanche, forcément, le match de Nice et le match de Nantes n'auront pas lieu. Et ils joueront le mercredi. Souvent, c'est comme ça. Rappelez-vous quand Lille a fait la finale en 2011, 3 jours après, ils avaient battu Sochaux au Stadium. Je ne sais pas si vous vous souvenez. C'était aussi quelques jours avant d'aller au Parc des Princes faire le doublé. Voilà. Donc, c'est des périodes pas simples à gérer parce que soit vous êtes dans l'euphorie, vous fêtez encore la Coupe. En plus, c'est synonyme de place en Coupe d'Europe. Soit il y a la déception parce qu'en plus, à Nantes, par exemple, vous êtes au courant, les joueurs ont passé un peu un pacte entre eux, en gros, de terminer l'aventure avec un titre. Ce qui fait que s'ils ne l'ont pas, qu'est-ce qui va se passer sur les dernières journées? Donc, pour moi, Strasbourg et Nantes vont rétrograder un petit peu. Enfin, voilà, et je pense que
la 5e place va se jouer avec Lyon. En tout cas, Olivier qui dit que les Canaries vont lâcher les plumes avec la coupe, et il est tout à fait dans l'esprit du bistrot de LOSC. Hein. Ah, tant mieux. Christophe, comment vois-tu cette fin de saison avec finalement en juxtaposant les craintes d'anticipation du mercato, même si finalement les joueurs qu'on citait tout à l'heure, Botman ou Zeka, qui commencent déjà à faire des déclarations, ne sont pas forcément les moins impliqués pour l'instant sur leur match. On parlait de la concurrence, on a cité la quasi-totalité des concurrents de Lille pour la Coupe d'Europe. On en a oublié, hein, je ne vois pas lequel, mais bon, peut-être que tu nous feras un petit commentaire là-dessus. Comment tu vois cette fin de saison, Christophe? Non, je vois pas qu'il y en a oublié d'ailleurs, mais non, par rapport à la fin de saison, moi, par rapport au transfert, j'espère que. Mais je pense que ça va changer les mentalités. C'était vrai peut-être avant, quand les gens ils étaient venus pour un projet et puis qu'ils quittaient le projet. Et là, maintenant, j'ai l'impression que les gens, ils choisissent un club pour un an ou deux, puis derrière, ils ont un projet de carrière qui les emmène autre part. Et je pense qu'ils. J'ai pas l'impression qu'ils sont très attachés au club, donc j'espère qu'ils sont attachés juste à leur contrat. Et moi, ça me suffira. Donc, s'ils sont attachés à leur contrat, ils joueront jusqu'au bout. Et c'est pour le coup, c'est le cas depuis 4 matchs. Même si on a vu des matchs pas très beaux, on n'a pas vu des joueurs lâchés, on a vu des joueurs qui se sont arrachés, qui sont allés chercher les matchs jusqu'au bout. On a vu vraiment, on se bat et on a retrouvé une assise défensive. Donc, sur la fin de saison, moi, j'ai bon espoir que les joueurs se mettent à un petit challenge qui va y aller jusqu'au bout pour une place européenne. Je sais pas, pour moi, c'est les 6 premiers places européennes, je crois. Hein. Pour moi, dans les 6, j'en sais rien. Je pense pas le podium, parce que moi, le podium, je pense que s'il y a une 3e place qui se libère, c'est Lyon qui la prendra. Parce que je pense que Lyon, ils ont vraiment le plus gros effectif derrière Paris et que si eux n'arrivent pas à la prendre, c'est tant pis pour eux, mais bon, ils ont quand même plus les moyens, je pense. Et donc, dans les 6 premiers, je pense que c'est largement faisable et je serais déçu qu'on ne le fasse pas. Après, dans la concurrence, ouais, mais la concurrence, c'est pas non plus des foudres de guerre. On n'est pas, à part Nice et Paris qui sont largement devant. Lyon, qui pour moi est à craindre et qu'on a déjà battu. Merci. Voilà, c'est tout, on les a battus. Et donc, après le reste, c'est pas des foudres de guerre et c'est battable, hein, tout est battable. Hein. Les Nantes, les Strasbourg, les Lens, et tout ça, tout ça, c'est battable. Donc, il y a pas, pour moi, il y a pas, voilà, on a passé les plus gros challenges. Alors, pour revenir, c'est 6 places européennes, dont une pour le finaliste pour le vainqueur de la Coupe de France, hein, donc, qui est déjà qualifié, peut effectivement la laisser pour le 6e du championnat. Baptiste, pour terminer ce tour de table, est-ce que tu veux nous faire part de ta vision de cette fin de saison pour le club? Ouais, déjà, je pourrais me prononcer, mais je me dis que ce serait peut-être mieux et plus sûr de se prononcer dans 2 journées. Il y a des gros qui vont s'affronter dès ce week-end d'ailleurs. Hein. Il y a Lyon-Rennes, il y a Strasbourg, Monaco, il y a Montpellier-Nice. Donc ça va être très, très, très important de voir les résultats. Il faudra vraiment gagner, surtout qu'on peut mettre de la pression, étant donné qu'on joue le vendredi à 21h. Et la semaine prochaine aussi, on joue face à Nantes, un concurrent direct. Il y aura Monaco face à Paris et Marseille face à Nice. Donc, encore des gros matchs. Donc, je pense que je me prononcerai dans 2 matchs. Je n'ai pas trop mouillé. Je pense vraiment que Lille a les cartes en main et est favori pour cette 5e ou 4e place significative d'Europe. Après, pour la fin de saison, je suis un peu dégoûté d'ailleurs aussi des déclarations des joueurs. On parlait d'ailleurs, Olivier en parlait, des déclarations de Sheka, par exemple. C'est vrai que j'ai l'impression que les joueurs, alors certes, on parle de Sheka, il y a Botman, il y a David, il y a Font, c'est quand même, faut le dire, des joueurs qui sont concernés, mais je ne vois pas ce qui en leur avantage, qu'est-ce qui pourrait leur donner envie pardon, de partir, mais de donner des déclarations comme ça à 4 mois du mercato, ça n'a aucune signification si ce n'est de faire plomber les supporters. Limite faire plomber un groupe, parce que quand vous avez un joueur en face de vous qui certes se bat pour le club, mais qui derrière se dit bon voilà, je fais mes 4 mois et derrière je me barre. Donc au pire, tu n'as pas la Ligue des Champions, c'est cher pour toi. 3 quarts vont aller à Milan et vont jouer une compétition européenne. Donc ça me dégoûte un petit peu cette attitude, d'autant que ça n'a rien de positif là-dedans. Baptiste, c'est son manque d'expérience. Est-ce que je peux réagir? Bien sûr.
Je sais pas si ça va rassurer Baptiste ou si ça va l'empêcher de faire quelques mauvaises nuits. Je vais raconter une anecdote. Je vais pas dire qui me l'a dit parce que je voudrais pas le mettre en porte-à-faux, mais c'est quelqu'un qui connaît bien le groupe. Et en gros, cette équipe, elle a été construite par la précédente équipe dirigeante, et notamment Luis Campos. Et le projet qui a quand même été vendu aux joueurs, c'est vous restez 2 ans, 3 ans, je vous paye bien, on gagne des titres, on gagne des matchs, on fait des parcours, et après, on vous vend bien comme ça. Alors là, ce n'est pas le cas de Cheka, mais dans d'autres cas, ça sera ça. On vous vend bien, et derrière, vous allez encore gagner plus d'argent. Oui, donc, ce qui fait que c'est quand même l'argent qui est au cœur de la discussion. Et finalement, tout le monde s'y retrouve. Et comme c'est des compétiteurs, moi, j'ai quand même la sensation qu'ils vont jouer le jeu jusqu'au bout. Comme je crois que c'est Georges qui en parlait tout à l'heure, ou Christophe du révélateur de ce match contre Clermont, qui finalement, ils auraient pu jouer avec le frein à main. Voilà, et donc, je ne sais pas si ça va rassurer Baptiste, je pense qu'ils vont jouer le jeu jusqu'au bout. Moi, la petit bémol que je mettrais, c'est s'ils sont pas, qu'est-ce qui se passera s'ils sont plus dans le coup quand ils vont recevoir Monaco sur les 3 dernières journées. Là, voilà, c'est pour ça que il a raison Baptiste, hein, les 2 matchs qui arrivent sont importants. Il y aura encore après la trêve. Alors de mémoire, c'est Bordeaux. Non, je suis en train de réfléchir. Il y a Bordeaux Angers-Lens. Voilà. Donc normalement c'est pour l'instant des équipes qui sont derrière vous, donc vous devez prendre des points. Hein, c'est un peu si vous voulez exister sur ces 3 derniers matchs qui seront là vraiment très tendus et qui pourront faire basculer la saison. Donc voilà, moi, ma crainte, elle est là. C'est où seront-ils à la 35e, 36e journée s'ils ne sont pas là, j'ai peur que ça se termine mal. C'est-à-dire que vous pouvez très vite dégringoler la 8e, 9e place. Parce que mais voilà, je suis plus là-dessus, moi. Il est Bordeaux, Angers, Lens, 3 équipes qui jouent la relégation. Vous êtes dur avec Lens et Angers, non? Angers sont. Peut-être Angers sont plus mal classés quand même. Hein. Lens a déjà 40 points. Ça dépend s'il y aura du soleil le jour où on disputera le match contre Angers. Ça dépend. Il est 21h30. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le jour où on recevra Lens, on fermera le toit pour éviter qu'il soit avantagé par le roi soleil. Il est 21h30. On est très bavard ce soir sur cette première partie d'émission. On va pouvoir passer à la 2e partie d'émission. Les Lillois invités à passer au vert. Avant ça, 2 choses. La première chose, c'est le concours, le jeu que vous attendez tous. Alors, j'espère que vous êtes prêts sur les réseaux sociaux. Je vais vous poser la question. Elle est assez difficile et cette semaine, en tout cas beaucoup plus que celle d'il y a 15 jours et d'il y a 3 semaines. Et je vous rappelle, vous pouvez gagner 2 places pour le Lille Saint-Étienne en tribune active, donc tribune nord-basse, avec les piliers du bistrot. Alors, pour introduire cette question, je vais citer Confucius 69, penseur et tuito supporter lyonnais, quelqu'un qui n'a pourtant pas d'eau dans la tête. Alors celle-là, je vous laisse réfléchir, je vous l'expliquerai dans le débrief de l'émission. Donc, Confucius 69 qui a déclaré sur Twitter: les Verts, c'est tout ce qui reste du palmarès de l'AS Saint-Étienne. Alors la question, elle est simple. Quel est le nom scientifique et latin du ver de terre? Vous avez le premier qui répond, il gagne 2 places pour le match Lille-Metz. Top, vous pouvez y aller. Deuxième point que je voulais aborder avant de passer à ce Lille-Saint-Étienne, c'est un petit clin d'œil à la section féminine. Il y a 2 matchs importants ce week-end. Il y a le match de Saint-Étienne, bien sûr, en championnat, et il y a Lille-Nantes en division 2 féminine, qui est un match très important, qui est d'ailleurs préparé par le club. Il y a
Alors, je ne sais pas si vous le savez, il y a une réunion, une présentation d'équipe féminine aux sections de supporters juste avant le match de Saint-Étienne qui est organisé au stade Pierre-Mauroy. Et le LOSC commence à faire une communication, notamment sur les réseaux sociaux. Alors, vous savez, on est très malicieux au bistrot d'Allée LOSC. On ne peut pas s'empêcher finalement de rigoler un peu. On va vous montrer la communication du jour qu'a fait le LOSC sur Twitter. Alors, je vous le lis parce que c'est peut-être écrit en petit. Donc, ce dimanche 14h30, le domaine de Luchin accueille l'affiche de la D2F entre le LOSC et le FC Nantes. Venez soutenir les filles pour cette affiche face aux Nantaises dans la course à la montée en Division 1 Arkema. Entrée gratuite sur passe vaginale. Voilà. Alors, bon, et à la buvette, il y aura du thé russe. Voilà, c'est une belle coquille. Alors, on se demande ce que c'est qu'un passe vaginal. Je pense que c'est un passe vaccinal qui se lit du bout des lèvres, peut-être, je ne sais pas. Donc, en tout cas, malgré la coquille qui a été corrigée, je crois, depuis sur Twitter, on s'associe au LOSC pour cette communication. N'hésitez pas à vous rendre au domaine de Luchin pour assister à cette rencontre et supporter les filles dans leur objectif dans ce match capital. Autre match capital, le match contre Saint-Étienne, donc les Lillois invités à passer au vert. Comment voyez-vous ce match? Bon, on va commencer par Olivier. Finalement, tu vas prendre la place de leader du petit groupe pour lancer les débats. Vous voyez qu'elle dure plus d'1 heure, votre émission. Oui, c'est bon. On est super. Alors d'abord, on est bavard, et en plus, tu l'es également. Si c'est vrai. Je vous l'avais dit que je prenais du plaisir à être avec vous. Alors, j'ai envie de dire, c'est jamais simple de recevoir 2 fois de suite. Par expérience. Surtout cette pelouse. Alors, elle va être changée ou pas? Normalement, elle doit être changée. Après le match de Saint-Étienne, je crois. C'est après? Moi, je suis assez surpris. Alors, c'est pas changé, d'après ce que j'ai compris, parce qu'un changement de pelouse, moi, personnellement, je ne comprends pas comment ils font. D'habitude, il faut au moins une dizaine de jours pour que les racines prennent. Si c'est pour mettre une couche de pelouse et qu'elle soit pas bonne dans 3 semaines, ça n'a pas d'intérêt. Je pense qu'il y a une volonté de la traiter peut-être un peu particulièrement parce que l'objectif, c'est qu'elle soit pas ridicule lors des 2 échéances importantes du Stade Pierre-Mauroy qui sont le match contre Chelsea et le match de l'équipe de France contre l'Afrique du Sud. En gros, si on joue ces deux matchs sur un champ de pommes de terre, ça va faire mauvais effet pour l'image du Stade Pierre-Mauroy. Mais je pense que ce n'est pas un traitement complet comme ils l'ont fait il y a 2 mois, c'est plus un traitement ponctuel. C'est ça. Et surtout que de mémoire... pour avoir couvert l'Euro 2016 avec l'équipe de France, quand ils étaient venus contre la Suisse à Pierre-Mauroy, la pelouse n'avait pas été extraordinaire et voilà, donc je pense elle était peinte en vert. Elle était peinte en vert à l'époque parce que. C'est ça. Je voulais pas revenir totalement sur la polémique, sinon on va terminer à 3h45. Mais voilà, il y avait eu. C'est une histoire marrante à raconter, hein, mais. C'est rigolo, ouais. Voilà, effectivement, il y avait eu malversation de la pelouse. Une pelouse peinte en vert juste après recevoir l'équipe de Saint-Étienne, c'est un signe. Hein. C'est ça. Voilà. Donc, il va falloir. Moi, je pense que s'ils font la même entame de match que dimanche, en prenant très vite les devants, il y a logiquement moyen de passer cette équipe de Saint-Étienne qui va beaucoup mieux. Mais voilà, c'est une équipe qui voilà, si on lui met la pression, si on met du rythme, Lille doit prendre le dessus. Dans ce cas-là, si vous battez pas Saint-Étienne, il ne faut pas afficher des ambitions constamment là, en zone mixte ou en conférence de presse, on veut l'Europe. Vous recevez une équipe qui est en difficulté depuis le début de saison, qui va un petit peu mieux, qui va se sauver, je pense. Mais logiquement, le LOSC, s'il réussit son entame de match comme dimanche, je suis plutôt confiant. Alors justement, je vais passer la parole à Christophe, par exemple. Et le match contre Saint-Étienne, comment tu le sens? Il y a quelques semaines, les Verts étaient au fond du trou. Maintenant, depuis l'arrivée finalement de Pascal Duprat, ils ont repris un peu du poil de la bête. Et est-ce que tu penses qu'on va avoir affaire à des verres à moitié vides ou à moitié pleins?
Surtout, ils se sont remplis un peu au mercato. C'est ça aussi qui les a un peu aidés. Non, mais je pense qu'en effet, il faut battre Saint-Étienne. Sinon, c'est même pas la peine de parler de remonter en Europe ou je ne sais où après. Hein. Donc, on est obligé de gagner. Maintenant, le meilleur moyen, c'est de faire comme on a fait dimanche. C'est de mettre la pression, presser. Et je trouve que par rapport à ce que disait Gildas tout à l'heure, le fait de mettre un bloc un peu plus complet en haut, là, parce qu'on est joué à 4 en haut au lieu de jouer à 2 ou à 3, je trouve que c'est pas mal quand même de faire ça. Après, il faut que les deux milieux de terrain crapahutent pour boucher les trous, mais contre l'équipe contre Saint-Étienne, je pense que c'est faisable. Et on peut prendre le risque. Et surtout qu'on a encore une assise défensive qui tient la route. Et voilà, presser à 4 en haut, peut-être mettre Renato en 10 pour vraiment presser au moins très très haut. Et normalement, on doit les battre et ça doit pas être. Normalement, ça ne va pas être un souci. Sinon si on a peur de Saint-Étienne, faire forfait contre Chelsea, hein, ça ira plus vite. Hein. Donc, ouais, il faut vraiment y aller crânement et puis essayer de se mettre à l'abri le plus vite possible pour pouvoir pas se cramer jusqu'à la fin du match. Quoi. Alors, Gildas, tu vois comment ce match? Alors, je répète un peu, c'est vrai que ça va un peu mieux du côté de Saint-Étienne. Ils viennent de battre Metz et on est bien placé à Lille pour savoir que c'est pas facile de battre Metz à domicile, même si, en l'occurrence, pour le match à Saint-Étienne, notre ami Frédéric Antonetti avait été attaché sur un siège dans la tribune. Ils ont perdu contre PSG, c'est tout à fait logique. Ils ont fait match nul à domicile contre Strasbourg. Ils ont gagné à l'extérieur contre Clermont. Ils ont gagné à domicile contre Montpellier. Ils ont gagné à Angers. Et en fait, depuis le match de Lyon où ils ont perdu 1-0 au stade de Lyon, finalement, ils ont un parcours qui est très, très honorable. Comment tu le sens, ce match? Moi, je le sens assez bien parce que, justement, comme j'ai été rassuré aussi par le sérieux du match de Clermont. Moi, j'avais vraiment peur d'un match qu'on prend un peu à la légère. Alors, Saint-Étienne, en début de saison, c'était un de nos meilleurs matchs par rapport à nos prestations assez médiocres sur du début de saison et on aurait dû gagner le match aller. C'est une équipe qui nous réussit historiquement assez bien à domicile. Et Saint-Étienne, bon, je crois qu'il y a Bouanga, Boudbouz et comment il s'appelle, Kazri. Qui sont des joueurs quand même assez dangereux, il faudra les surveiller. Mais moi, j'aborderai le match aussi de la même façon qu'en Clermont, en identifiant le milieu de terrain, en faisant un gros pressing dès le début de match. Et moi, je suis assez confiant pour qu'on puisse remporter ce match. Moi, j'ai une interrogation quand même sur le fait qu'on joue Chelsea quelques jours après. Hein. Et ça, qu'on le veuille ou non, ça va forcément jouer dans les têtes. Moi, j'ai plus peur de ça que du fait qu'on joue 2 fois de suite à domicile. Je crois qu'on l'avait fait l'année dernière, on avait eu 2 victoires, il me semble. Hein. Et moi, je pense que Saint-Étienne est une équipe qui est en progrès, mais qui n'a pas les armes collectives, à mon avis, pour nous inquiéter si on joue le match sérieusement. Donc, je suis confiant. Georges, tu le vois comment ce match contre les Verts? Ouais, l'appréhension que j'ai, c'est un peu la même que Gildas. C'est le calendrier rapproché avec l'échéance de Chelsea, avec quand même une note d'espoir, parce que c'est vrai que on ne peut pas s'empêcher de faire le lien. Juste avant Chelsea, match aller, c'était le match contre Metz et si tout le monde a oublié plutôt. Mais là, ce que je me dis aussi, c'est que justement, ce qui est compliqué, les matchs où tu as la tête un petit peu ailleurs, c'est des fois d'affronter des équipes qui, comme Metz, ont mis le bus, ont fait de l'anti-jeu pendant 90 minutes. Et j'ai l'impression qu'au vu des individualités stéphanoises, j'ai du mal à croire qu'ils vont juste venir à Lille pour essayer d'accrocher un point de manière aussi dégueulasse qu'a pu essayer de le faire Antonetti. Donc, il y aura du jeu, il y aura une vraie confrontation. Et ça, je pense que c'est plutôt un atout pour nous, c'est-à-dire que ça va jouer devant, donc il y aura une vraie confrontation, un vrai match de football. Et là-dessus, peut-être qu'on peut s'y retrouver. Et je me dis, ça va peut-être être le moment assez intéressant pour pouvoir faire émerger, par exemple, des gens comme Zegrova. Je pense que sur les 10 minutes, il y a eu 10 minutes pleines de promesses.
hein, je voulais le citer quand même un petit peu parce qu'il met un but et même si la frappe est heureuse, toute la préparation du but, par contre, elle ne doit rien à personne. Donc peut-être aussi trouver un challenge, permettre à des joueurs d'envisager de faire leur trou dans la perspective du match 3 jours plus tard. Ce qui fait que l'appréhension, c'est ça, c'est me dire, ça tombe pas un moment terrible, sachant qu'il y a une grosse échéance derrière, mais peut-être qu'aussi c'est l'opportunité de tenter un truc avec les joueurs qu'on ne voit pas habituellement, quoi. Et question, est-ce qu'on préserve Sanchez? Moi, je trouve que ça peut mériter de poser parce que. Non, il ne faut pas parce qu'il y a 4 jours. La différence par rapport à match aller, c'est qu'il y avait entre Metz et le déplacement à Londres, il y avait 3 jours. Vous jouiez le mardi, là, vous jouez le mercredi. Oui, oui, il y a 4 jours. Oui, c'est vrai. c'est une journée qui compte beaucoup. En plus, il n'y a pas l'histoire du déplacement où vous rentrez à 3 ou 4 heures du matin, un peu, vous jouez à la maison. Donc, il y aura des soins samedi matin. Je pense que samedi matin, il y aura des soins, un peu de repos. Et puis, dès dimanche, ils vont se mettre à l'entraînement. Donc, vous allez avoir dimanche, lundi, mardi avec des séances avant Chelsea. Donc, je pense que 4 jours pleins, c'est différent. Ouais, mais Olivier, ça fait un 3e match à domicile, quand même. Ouais, c'est vrai. Là, ils perdent pas. Je sais que quand ils sont allés à Lyon, ils ont atterri très tard. Vous voyez, il n'y a pas cette difficulté-là à gérer. Et il reste Baptiste à nous faire part de son sentiment sur ce match avant qu'on fasse le dernier tour de table avec les pronostics du match de Saint-Etienne et surtout que je vous donne les résultats du jeu. Finalement, l'info de la soirée, c'est que les supporters du LOS sont de sacrés scientifiques. Et nous avons beaucoup de bonnes réponses, effectivement. Donc, je vous donnerai la première, la deuxième et la troisième, parce qu'à mon avis, c'est un habitué qui a répondu en premier. Il habite assez loin. Je ne pense pas qu'il sera là vendredi soir. Baptiste, c'est à toi. Alors, tout d'abord, la petite statistique, puisque le LOSC, leur dernière défaite face à Saint-Etienne remonte au 19 avril 2018, une défaite 5-0 face à Saint-Etienne, c'était lors de la 38e journée. Saint-Etienne est un adversaire quand même qui me fait assez peur. On ne pourra pas enlever les mérites de Pascal Dupraz, ce qu'il fait depuis sa reprise de Saint-Etienne et l'action de Claude Puel est assez fort. Ils ont fait un super mercato en recrutant par exemple Eliakim Mangala et Niagnon en défense centrale. Enfin, plus Eliakim Mangala qui apporte vraiment une sérénité derrière. Et puis la paire qui marche bien, Bouanga, Kadri, puis aussi le Boudoubouz qui est là. Donc Dupraz avait d'ailleurs dit en conférence de presse, et je vais m'appuyer sur ses propos en gagnant la semaine dernière. Face à je sais pas qui. Metz, exactement. Il s'était donné, il disait, une cartouche pour perdre sans être encore dans la relégable, entre guillemets. Donc, j'espère que cette cartouche sera utilisée et très bien exploitée de la part des joueurs du LOSC. Maintenant, ça sera un match totalement différent face à Clermont. Parce que Clermont est un peu arrivé, alors certes, en jouant le maintien, mais plus avec un ventre mou. Saint-Etienne a vraiment une envie de se maintenir et de marquer les points au plus vite parce qu'ils affronteront dans les dernières journées Rennes, Monaco et un autre leader. Donc, il faudra vraiment être très, très, très fort. Et je pense que Lille doit vraiment attaquer dans la première mi-temps. Elle émettre 1 ou 2 buts pour se conforter et remporter ce match. Alors, avant de faire le petit tour des pronostics, retour sur le jeu. Donc, le vainqueur du jour, c'est notre ami Capenoul de l'ouest de la France qui appelle un ver de terre droit dans les yeux, Lumbricus terrestris. C'est l'exacte bonne réponse à la virgule près. Alors, je pense que Capenoul, tu ne pourras pas venir vendredi, ou alors il faudra que tu prennes le TGV. Est-ce que nous remettons ces places en jeu pour le deuxième? Je te laisse répondre quelques secondes pendant qu'on entame ce dernier tour de table. Alors, peut-être avant, j'ai une dernière chose à dire.
Les supporters lillois sont des scientifiques, on l'a vu. Ils ont aussi du cœur. Et il y a plusieurs actions qui sont menées par des sections de supporters en faveur des Ukrainiens et des réfugiés ukrainiens. Notamment, on a vu samedi dernier la section du Chagno, qu'on connaît bien, au bistrot d'Aïe-LOSC, qui a organisé une collecte de vêtements et de produits parapharmaceutiques sur la grande place de Tourcoing. Les DVE organisent une collecte alimentaire sur le parvis du stade vendredi avant le début du match. On a vu nos amis également des Yendins qui sont venus habillés en jaune et bleu au stade la semaine dernière. Alors, comment vous voyez finalement cette occasion de soutenir un peu les Ukrainiens, en sachant qu'une info que vous n'avez peut-être pas, c'est que le LOSC a demandé aux sections de ne pas venir avec des drapeaux ukrainiens et a fortiori russes, et ni de banderoles en fait, et semble se contenter d'une communication officielle de la Ligue sur les bandeaux publicitaires lumineux, alors qu'on voit d'autres clubs, en Angleterre par exemple, Manchester City avait clairement annoncé la couleur. On voit même en France, je crois que Saint-Etienne avait un message sur son maillot, à l'arrière du maillot, la paix pour tous, quelque chose comme ça. Bordeaux, la semaine dernière, avait un brassard, je crois, ukrainien. Chelsea aussi. Est-ce que vous pensez qu'il faille en faire plus? Comment vous voyez ça? Est-ce que vous trouvez qu'on a peut-être un peu timoré? Sans faire de tour de table, quelqu'un veut prendre la parole là-dessus? Bon, je sais pas, les commémorations symboliques, ça me. Toujours sympa. Ça doit faire une belle jambe aux Ukrainiens qui se font bombarder en ce moment, mais je ne sais pas. Hein? D'accord, moi, aider les Ukrainiens, ok, ben, ça peut se comprendre et chacun peut le faire. Il n'y a pas de souci. Après, les trucs dans l'émotion où tout le monde se met jaune et bleu, tout le monde devient spécialiste géopolitique en moins de 2 jours, j'ai toujours un peu peur de ça, moi. Un peu peur de ça. Donc, moi, de l'aide, ça se comprend, c'est humain et aider ces gens qui sont dans la misère, c'est compréhensible. Maintenant, prendre un engagement et commencer à vouloir expliquer les choses, c'est un peu compliqué quand on. Voilà, moi j'écoute beaucoup, mais voilà, j'écoute beaucoup. Enfin, je ne peux pas m'empêcher de terminer de la symbolique. Moi, par exemple, ça a toujours gonflé de voir des artistes venir chanter au Resto du Cœur pour dire qu'il faut être généreux et voir les mêmes mecs vivre dans des pays qui sont des paradis fiscaux et pas participer à l'effort national, quoi. Donc, la symbolique, je suis toujours très réservé, quoi. Les Restos du Cœur, c'est des millionnaires qui demandent à des smicards d'aider des gens au RSA. Voilà. Bon, le débat va vite dévier. Je vous propose de revenir au centre du sujet avec le concours de pronostics. Alors, Capenoul nous a dit « J'échange mon gain contre une place en finale de la Ligue des Champions ». Ah, voilà. Je suis entièrement d'accord avec lui. Je lui offre le trajet. Voilà, tout à fait. On l'emmènera dans le déplacement lillois. Donc, le deuxième à avoir donné la bonne réponse. Il n'y a pas dit pour Lille. Hein. Il y a dit ça a coulé de source. Oui, mais de toute façon, pour venir, pour qu'on l'emmène à Paris, il faut qu'il passe par Paris. Donc, a priori, ça ne coûtera pas cher. Le deuxième, donc, qui a donné la bonne réponse, c'est Patrice Marlon, qu'on connaît bien et qu'on salue. Donc, Patrice, c'est pareil. Je crois savoir que tu as déjà tes places. Donc, si tu veux les donner à quelqu'un, tu peux nous répondre sur les réseaux sociaux. Donc, voilà, je vous propose de commencer par cette tournée de pronostics. Écoute, on va commencer par Baptiste. Comment tu vois le résultat du match de vendredi soir? On ouvre le score assez rapidement à la 20e ou la 30e minute de jeu et derrière, on ferme, donc on gagne 1-0, 5e clean sheet pour Jardim. Et après, au niveau du buteur, Olivier a annoncé que Bourak pourrait être titulaire. Alors, je miserais bien une petite pièce sur Bourak. Bon, Christophe, comment tu le sens ce match? Quel résultat tu prévois? Alors, idéalement, moi, 2-0, c'est bien, quoi. Que 2-0 à la mi-temps et qu'on en reste là, ça me va bien. Sans trop forcer pour le match d'après, parce que même s'il y a 4 jours, c'est bien aussi de ne pas se mettre en danger et de ne pas devoir courir tout le match. Ça serait pire que tout, ça. De devoir courir, même voir courir après le score, ça serait chiant parce qu'on serait obligé de se défoncer, avoir un match important. Et on sait que les joueurs, à partir d'une heure de jeu, peut-être qu'ils commencent à calculer dans la tête en disant
bon, je vais pas me blesser pour le match après, quoi. Donc 2-0, ça me paraît bien. Georges, quel résultat tu attends de ce match? Bah, moi, je veux aussi, comme Baptiste, on va les écraser 1-0. Pas de buteur? Euh, Allez, Zegrova qui est long. J'ai oublié son nom, merde. Ben Arfa. Non, allez, ouais, Ben Arfa, tiens. Ben Arfa, le revanchard, plutôt Ben Arfa. Aussi. Il y a Bomba. Ouais, non, on va garder Ben Arfa. Gildas, ton pronostic? Moi, je dirais 3-1. Et on n'a pas souligné tout à l'heure comme David a mis son premier but, je crois. Hein. De la saison 2022. 2022. 2022, je crois. Hein, je crois que c'est son premier but. Ouais. Donc, je le vois bien enchaîner. Et une victoire. Moi, je vois une victoire pas trop compliquée, pas trop difficile. Si on fait la même entame que contre Clermont, on a vu ça peut se décanter assez vite. Mais allez, 5e clean sheet de suite, pourquoi? Allez, 3-1, ça ira bien. Alors, on a 3-0 pour Capenoul pour le LOSC. On a Tom qui nous dit 2-1 pour le LOSC, Sanchez et Zegrova. Et tout le monde se dispute sur la façon de donner les 2 places contre Saint-Étienne. Donc, Patrice veut les donner soit à Anthony, qui demandait tout à l'heure s'il pouvait acheter une place, soit au 3e, qui est Tom, qui a avoir donné la bonne réponse. Il y a 2 places. Je propose jugement de Salomon. On va finalement donner une place à Tom et une place à Anthony. On vous contacte demain matin sur les réseaux sociaux et sur les façons de récupérer ces 2 places pour l'île Saint-Étienne. Olivier, on va terminer l'émission par toi et par ton pronostic. Comment vois-tu, as-tu des dons de Nostradamus pour ce match de Saint-Étienne? J'aimerais bien. Non, mais je pense que, ouais, effectivement, 1-0, ce sera... tout le monde sera content. Voilà. Ça va pas être simple parce que en plus Saint-Étienne joue très regroupé. Je pense qu'ils vont vouloir fermer la boutique pour pour rester à 0-0. Je les vois. Ça serait bien hein, que ça se décante assez vite, mais j'ai peur que ça se décante voilà, autour de l'heure du jeu sur un compte. Mais voilà, 1-0 serait très bien. Ça permet à Lille de recoller encore un peu plus avec ses fameuses places européennes et puis écoutez, de préparer le grand rendez-vous de la semaine d'après. Un buteur? Un buteur? Moi, j'aimerais bien. Allez, Renato. Renato. Alors, les derniers pronostics sur les réseaux sociaux, Anthony remercie donc Patrice pour la place et il s'enflamme. 3-1 pour Lille et Patrice s'enflamme encore plus. 4-2 pour Lille. Donc, on devrait avoir. Le 5-4 n'est pas sorti? C'est pas encore. Ah, la Baptistade. Il est 21h54. Je suis sûr que si on poursuit encore 10 minutes, on arrivera à 5-4. Julien. Là, 21h54, tu l'as, tiens. Julien qui nous dit 2-0 pour Lille. Donc voilà, ça s'enflamme sur les réseaux sociaux où on voit quand même une victoire généralement de Lille contre Saint-Étienne. 5-4 sur Megarbitch, c'est possible. Alors, sur cette méchanceté, on terminera. Et je voulais vous remercier pour cette 24e émission. Alors, je voulais d'abord remercier Olivier de nous avoir accompagnés ce soir. Merci, Olivier. Merci de votre invitation. C'est toujours un moment sympathique. Hein, et puis, je vous souhaite une bonne fin de saison, beaucoup d'émotions. Voilà. Voilà, on retiendra ça, les émotions. En tout cas, merci de nous avoir accompagnés. C'est toujours un plaisir de t'entendre et de te lire dans La Voix du Nord. En tout cas, à très bientôt, Olivier. À bientôt. Merci aux piliers du bistrot présents ce soir. Donc, merci à Baptiste. Merci à tous. Merci à tous. Merci Christophe. Merci Olivier, merci tout le monde. Merci Georges. Merci à tout le monde et allez Lille. Merci à Gildas. Merci à toute l'équipe. Merci à Olivier.
d'être venu nous voir. Merci à tous les viewers du podcast en direct. Merci à tous ceux qui vont le regarder en replay sur notre chaîne YouTube à laquelle je vous invite une nouvelle fois à vous abonner. Donc, n'hésitez pas à liker et à partager nos publications. Bien évidemment, pour cette semaine qui va être extrêmement importante, avant une semaine encore plus importante, vous savez, on a toujours un credo au bistrot d'Aélos qu'on termine par une phrase que je vous invite à répéter tous avec moi. À 3. Allez. 1, 2, 3. Allez le Allez, LOSC. le LOSC. Allez, le LOSC. Merci, bientôt. À la semaine prochaine.